Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre journal de 20 h sur Évasion TV. Voici les grands titres de l'actualité de ce soir. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et celle de l'enseignement technique de la formation professionnelle ont animé une conférence de presse ce mardi à la cellule de communication du gouvernement. Plusieurs sujets étaient placés à l'ordre du jour, notamment l'amélioration des qualités de formation dans les métiers de santé. Dans le souci de renforcer la sécurité dans le Grand Conakry et alentour, les autorités guinéennes déclarent une mobilisation des forces de sécurité pour lutter contre la criminalité et le grand banditisme dans le pays. Cette démarche mise en œuvre par les nouvelles autorités du pays est très appréciée au sein de l'opinion publique guinéenne. Les détails vous en serez révélés dans cette grande édition et d'information. C'est tout pour les titres. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et la ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi ont animé une conférence de presse ce mardi. L'objectif visait à présenter les résultats de la mission conjointe d'évaluation des programmes d'enseignement dans les écoles de santé en Guinée, des concours dont le coup d'envoi était prévu sur 11 et 13 décembre prochain. Suivez. Quand on parle de santé, on ne parle pas que des hôpitaux, on ne parle pas que des bâtiments. Il ne s'agit pas que de construire, d'équiper et même d'affecter du personnel. Mais il faut qu'on ait du personnel de qualité. Donc, les ressources humaines en santé constituent une pierre angulaire du système de santé. Sans ressources humaines qualifiées, on ne peut pas parler de qualité de soins. Nous sommes tous là, nous avons été témoins de tout ce que nous avons vécu, de tout ce que nos parents ont vécu dans les structures de santé. Donc, pour qualifier ces soins, il faut forcément qualifier aussi la formation. Parce que les produits qui sont mis sur le marché, parfois ne sont pas de qualité. Imaginez les agents de santé, des techniciens, de laboratoire, des sages-femmes, des infirmiers, qui, à un moment donné, n'ont jamais fait de cours pratiques. Il n'y a que des cours magistraux. Vous partez dans une école, la logistique n'y est pas. Pas de mannequins, il y en a qui ne connaissent même pas l'appareil digestif. Et ce sont ces gens-là qui envahissent les hôpitaux. Donc nous avons fait une mission conjointe avec le ministère de la Santé, donc les inspecteurs du ministère de la Santé et les inspecteurs du ministère de l'Enseignement technique ont effectué des missions au niveau de plusieurs écoles, établissements privés et publics, et nous avons fixé des critères. Donc la méthodologie a été la suivante. Nous avons d'abord élaboré et validé des grilles de contrôle spécifiques au métier de la santé. Il y a eu la formation d'une équipe conjointe, je pense que je l'ai déjà bien sûr mentionné, et l'inspection s'est faite au niveau des équipements dans un premier temps, parce que vous savez, dans toute réforme, aussi audacieuse qu'elle soit, bien qu'elle, même si nous avons les meilleures intentions, si la réforme est trop rigoureuse et disons, si on va trop rapidement et on est trop strict, on risque de briser. Et donc la réforme, on essaie vraiment d'aller graduellement. Donc ça veut dire quoi? Le but, c'est vraiment de faire comprendre, de faire une prise de conscience au niveau de ses fondateurs, mais également au niveau de l'administration publique, de la nécessité absolue de mener ces réformes-là. Nous avons 9 centres d'examen à Conakry et dans les autres régions administratives, 2 centres à Conakry et 1 centre par région administrative. Donc Boké, Farana, Kindia, Kankan, Mamou, Zérékoré, je pense que c'est bon, c'est 7, voilà. Donc voilà. Nous avons à date 3645 candidats. Pour le niveau BTS, on a 1025 inscrits. Au niveau ATD, donc les agents techniciens de santé, nous avons 2605. Et pour l'imagerie, qui est une des filières du système BTS, du niveau BTS, nous n'avons que 15 inscrits. Et comme je l'ai dit tantôt, nous avons vulgarisé la liste des écoles et des filières autorisées. Donc cela est disponible si vous le souhaitez. Donc on a déjà fait le partage avec toutes les parties prenantes concernées.
Et puis l'opération de démantèlement des lieux criminogènes suit son cours normal à Conakry. Le procureur général près la cour d'appel de Conakry était sur le terrain ce mercredi pour s'enquérir des réalités de Lansebondji à Boussoraport. Fallou Doumbouya, accompagné des responsables de services de défense et de sécurité, n'a pas manqué de mettre en garde les hors-la-loi. Marie-Pauline Camara, reportage. L'opération de démantèlement se poursuit à travers la capitale. Le procureur général, accompagné de plusieurs hauts responsables militaires, ont fait irruption au débarcadère de Lansebondji avant de se rendre au port de Boussoura. Ces hommes de loi, en leur qualité de coordinateurs de l'action publique, ont cru devoir renouer tous les acteurs de la chaîne pénale. Tous les jours que Dieu fait, le procureur de la République, tout le monde pour l'instant, ou les procureurs me font la remontée de la série de la drogue. Pas plus tard, la semaine passée, il y a eu 450 kg de chanvre indien qui ont été saisis au niveau de ce port. Pas plus tard ce matin, il y a eu la saisie de 600 kg de cocaïne. J'aimerais vous dire le lieu où cette cocaïne a été saisie. J'ai commencé par là-bas. Parce que les gens ne prennent pas conscience du danger qui guette la Guinée. La Guinée est convoitée actuellement par des lobbies, au vu aussi de tous les Guinéens. Nous fermons des yeux en optant pour d'autres considérations. Et si nous ne faisons pas attention, les futures générations vont nous incriminer. Parce que ces générations vont dire oui, en tout temps, on n'a pas agi pour sauvegarder notre avenir. C'est pourquoi j'invite toute la population guinéenne, de toute sensibilité confondue, de s'engager résolument pour qu'on lutte contre ce phénomène qui gangrène la société guinéenne. Assainir les espaces publics et éradiquer les activités criminelles dans des lieux devenus des foyers d'insécurité est l'objectif phare du gouvernement. C'est pourquoi ils ont procédé au délogement des occupants illégaux, parmi lesquels figurant des commerçants et travailleurs d'origine léonaise installés dans des hangars. Ces débarcadères constituent une zone de haute criminalité. Donc la police de l'air et des frontières a charge de venir procéder à la sélection des étrangers, des malfrats et les rapatrier là où ils sont pour ceux qui ne sont pas dans les infractions. Mais ceux qu'on trouvera dans les infractions seront mis à la disposition des OPJ pour être déférés devant les tribunaux. Au dire de ces autorités, ces infrastructures portières, initialement destinées à des activités économiques, avaient été détournées pour d'autres usages, favorisant ainsi des comportements anarchiques et criminels. C'est pour cela que vous voyez devant vous des personnes qui ont été appréhendées. Ils sont sans identité, ni domicile. Tu demandes à quelqu'un, il dit j'habite au débarcadère. Et face à cela, nous voyons des vagabonds. Donc, c'est le lieu de remercier monsieur le procureur général, remercier la hiérarchie qui a tout mis à notre disposition pour pouvoir assumer cette fonction. Mais nous lançons un message solennel à tous les responsables. Parce que ici, vous voyez, toutes les parties qui concourent à cette mission, ils sont là. Il y a la direction nationale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Il y a le ministère de l'administration du territoire. Il y a le ministère de la Sécurité, le ministère de la Défense, dont nous y sommes d'un côté. Il y a les collectivités, les maires, les communes, tout le monde y sont là. Mais où nous étions pendant que tout ça là se produisait? C'est le bon moment de faire une prise de conscience. Pour les faire comprendre que cela ne sera pas un feu de paille, comme l'a dit le procureur général. Cette campagne s'inscrit dans une volonté plus large du gouvernement guinéen de lutter contre l'occupation illégale des espaces publics et de restaurer une image ordonnée de Conakry. Et pendant cette opération de déguerpissement, Fallou Doumbouya a mis un accent particulier sur la punition via la recrudescence exponentielle de la criminalité et de la délinquance dans toute la commune, tout en donnant des instructions aux forces de défense et de sécurité. Suivez-le au micro de Marie-Pauline Camara. Je dis bien sans murmure ni hésitation. Quiconque faillit à ses obligations professionnelles, il va trouver la loi devant. Et je vais assumer ma responsabilité. Nous allons assumer notre responsabilité. Et j'invite aussi les forces de défense et de sécurité d'agir avec professionnalisme. User oui, mais user pour en abuser non. Vous avez l'obligation de démanteler les réseaux criminogènes,
mais vous avez aussi l'obligation de protéger la dignité des personnes que vous allez interpeller. Vous avez l'obligation de respecter leurs droits, parce qu'ils ne sont pas notre ennemi. Et c'est des personnes, s'ils sont guinéens comme nous, nous avons tous la même pièce, que souvent, nous avons tous le même passeport, ou bien la même identité, la même nationalité. Ceux qui ne sont pas des Guinéens, qui ne sont pas en règle vis-à-vis de la législation guinéenne, notamment la loi de 1994 portant conditions d'entrée de séjour de l'étranger en République de Guinée, même s'ils sont de l'espace CEDEAO. Je pèse bien le mot. Prenez vos responsabilités, monsieur le directeur régional, monsieur le directeur central de la police de l'air et des frontières, pour que ces gens-là soient expulsés ou refoulés. Parce que qui dit Guinée, qui parle respect de la loi. Le dénominateur de tous les Guinéens, c'est la loi. Quiconque n'est pas en règle vis-à-vis de la loi, faites-lui appliquer la loi pour que la paix règne au sein de la cité. Dans le même cadre, les autorités guinéennes déclarent une mobilisation des forces de sécurité pour lutter contre l'augmentation de la criminalité, une nouvelle mesure qui vise à renforcer la sécurité dans le Grand Conakry. Cette décision est très appréciée par certains défenseurs des droits de l'homme. Éléments de réponse signés Fatmata Aousaleno et Mamadi Sangari. Les autorités guinéennes annoncent une mobilisation d'élargissement des forces de sécurité pour lutter contre l'insécurité grandissante en République de Guinée. Cette réalité inquiétante devient très préoccupante pour certains défenseurs des droits de l'homme. Chez certains, les analyses sont pertinentes. J'ai suivi avec beaucoup d'attention le procureur de la Cour d'appel de Conakry qui a pris cette réquisition visant à maintenir, en tout cas selon le contenu, disons à mobiliser les forces de sécurité, à savoir la police, la gendarmerie, dans le cadre de la lutte contre la criminalité. Disons que c'est une responsabilité, voire même une obligation qui incombe à l'État d'assurer en tout lieu, en toutes circonstances, la sécurité des personnes et leurs bien. Poursuivant, l'homme complimente ce nouveau objectif que se fixe l'État guinéen concernant la protection des citoyens. Nous ne pouvons que saluer, sauf que nous disons que nous osons espérer que les opérations d'interpellation obéiront strictement au respect des règles et normes préalablement établies et qu'elles seront respectueuses encore une fois de l'intégrité physique, de l'intégrité morale des personnes qui seront interpellées. La paix est un concept désignant un état de calme ou de tranquillité. Le défenseur des droits de l'homme demande la collaboration des citoyens pour le démantèlement des malfrats. Alors, disons que la paix et la sécurité, ce sont les plus fondamentaux du développement. Donc que les citoyens collaborent avec les forces de l'ordre dans le cadre du dénichement des grands bandits, ça c'est un aspect important. Maintenant que les autorités aussi, en tout lieu, en toutes circonstances, mettent le respect des droits de l'homme en avant. Cela suppose encore une fois le respect de l'intégrité physique des personnes, le respect des domiciles privés et tant d'autres. L'autorité guinéenne, souciée de la sécurité de sa population, décide de renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens. Dans l'arrière-pays, ce mercredi, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Siguiri était devant la presse pour apporter des précisions par rapport à l'assassinat de Namanian Kondé, âgé de 23 ans, dans la nuit du lundi à mardi à Balator, un district relevant de la sous-préfecture de Kintinia. Il est au micro de Moussa Aïberidou Kondé depuis Siguiri. Nous avons été informés que à Balato, la nuit du lundi, vers les 1h, 2h du matin, qu'une dame a reçu une balle chez Donc les services de sécurité sont venus au secours. Elle a été transportée à l'hôpital puisqu'elle ne parlait plus. Et on l'a envoyée à Kankan, à l'hôpital préfectoral, où elle a rendu l'âme. Mais de nos enquêtes pour le moment, il résulte que cette dame s'appelle Namanian Kondé. Elle était âgée de 23 ans environ. Elle était mariée à un homme à Mandiana. Avec cet homme, elle avait un enfant. Mais elle a décidé de quitter cet homme, venir à Balato pour se chercher. Donc, arrivée à Balato, elle a cherché une dame pour aller faire des travaux domestiques.
C'est-à-dire, il y a une dame à Balato qui revend du riz. Elle était auprès de cette dame-là pour laver les bols. Et elle devait être payée par cette dame. Donc c'est là-bas, étant là-bas, son mari l'appelait au téléphone pour la menacer de mort. En la disant, si vous m'avez quitté, ramenez-moi mon enfant. Vous pouvez aller, mais vous ne pouvez pas aller avec mon enfant. Donc il y avait ces appels-là. Elle aurait appelé son papa pour lui dire, ah, mon mari est en train de me menacer de mort. Et de nos enquêtes, il résulte que les 2 derniers appels de cette nuit-là, c'est l'appel effectué par ses maris. Et les premiers voisins qui sont arrivés au secours nous ont aussi dit qu'à elle arrivée là-bas, les derniers mots que la dame a prononcés avant qu'elle ne cesse de parler, elle disait que mon mari m'a tué, mon mari m'a tué. Voilà, c'est ce qu'elle disait jusqu'à ce qu'elle a cessé de parler. En tout tas de causes, le corps a été mis à la disposition de sa famille. La famille est à Niagasola, ils sont originaires de Kissidougou, mais la famille réside pour le moment à Niagasola où l'enterrement a eu lieu. Ils ont promis qu'ils vont aider la justice, les services de défense et de sécurité pour mettre main sur ce mari, qui probablement pour le moment est le premier suspect, puisqu'il a réussi à s'échapper, il n'a pas été interpellé sur les lieux, mais les indices que nous avions, les derniers appels, les derniers mots prononcés par la dame prouvent à suffisance que c'est bien son mari qui en est l'auteur. Sécurité et criminalité, puisqu'il s'agit de ça ce soir dans ce journal, nous poursuivons avec Ibrahima Kamara qui s'est exprimé sur les dispositions prises pour lutter contre la criminalité dans la préfecture de Séguérin, surtout en cette fin d'année. Cette première a connu l'arrestation de 20 présumés bandits. Suivez toujours avec Moussa Agbaré de Côté. Et nous interpellons les citoyens de nous aider à nous donner les informations pour qu'on puisse lutter contre la criminalité. Comme on l'avait dit, aujourd'hui, nos services de défense et de sécurité sont sortis. Ils ont commencé les opérations aujourd'hui. Au moment où je vous parle, pour la journée d'aujourd'hui, il y a 20 personnes qui ont été interpellées. Ces 20 personnes sont mises à la disposition de la brigade de recherche. Il m'a été dit, conformément à nos instructions, Dans ce journal toujours, une haute personnalité guinéenne vient d'être récompensée par la Fédération de la Russie. Il s'agit de Dr Sandi Kolatolno, le premier Guinéen à être ambassadeur de l'éducation et de la science de la Russie dans le monde. Nous l'avons fait réagir cependant sur cette promotion qu'il vient de bénéficier. La réponse d'un citoyen engagé, c'est dans ce reportage signé Mohamed Lamine Sako et Mohamed Sangari. Récompensé par la Russie pour ses loyaux services rendus et son abnégation dans le travail, Dr Sandi Kolatolno se fait compter désormais parmi les 24 ambassadeurs de l'éducation et de la science russe nommés par la Fédération de la Russie. Cette nomination vise à faire la promotion de l'enseignement des réalisations scientifiques de la Russie dans le monde entier, mais aussi offrir des opportunités à la jeunesse à bénéficier des formations dans des grandes institutions russes. La Fédération de Russie vient de nommer 13 ambassadeurs de l'éducation et de la science russe dans le monde entier. Et ce sont ces 13 ambassadeurs. L'année passée, il y avait eu déjà 11, donc s'il faut le dire, au total, nous sommes au nombre de 24 ambassadeurs dans différents pays. On a des gens qui sont en Asie, dans certains pays européens et puis d'autres pays africains. Les pays africains, il y en a un ambassadeur au Zimbabwe, un autre au Mali, au Burkina Faso et c'est moi qui suis le Guinéen. Donc l'objectif principal, c'est de faire la promotion de l'enseignement et les réalisations scientifiques de la Russie dans le monde entier et donner la chance effectivement à la jeunesse de pouvoir avoir les formations dans les grandes universités russes. Ça, ce n'est pas seulement la jeunesse de notre pays, mais c'est la jeunesse dans le monde entier du Sud global.
Déterminé à miser sur la formation des jeunes, Dr Sandy Kolatono compte maximiser ses efforts pour que ces domaines de formation propres à l'émergence des jeunes puissent impacter positivement le développement de son pays et renchérir l'ambition du premier magistrat de la Russie. Nous devons faire le maximum possible pour que les domaines de recherche scientifique ou les domaines de formation que les jeunes vont bénéficier, pour que ça puisse impacter le développement de nos différents pays. Donc, grosso modo, c'est être ambassadeur pour impacter un peu sur le développement au niveau des pays du Sud global, mais donner la chance aussi aux jeunes d'acquérir de très bonnes formations dans les meilleures universités russes pour venir servir après dans leurs différents pays. Et je voudrais noter un point très important qui a été souligné par le président Poutine, c'est que d'ici 2030, la Russie doit recevoir plus de 500 000 étudiants qui doivent bénéficier de très bonnes formations dans les meilleures universités russes, après pour revenir dans leur pays, pour travailler et contribuer dans les domaines de développement. Prioriser la jeunesse de sa nation dans ses ambitions reste l'un des défis majeurs de notre interlocuteur. Bien sûr, c'est l'effort que nous allons fournir. Il faudrait qu'on fasse le maximum possible pour qu'il y ait beaucoup d'étudiants guinéens. Parce que je dis bien, nous sommes au nombre de 24 ambassadeurs dans le monde entier. Bien sûr que nous allons travailler au niveau de tous les pays du monde, mais il faudrait que chacun quand même essaie de penser à son propre pays. Donc, la tâche fondamentale, cette lourde responsabilité qui m'incombe actuellement, c'est de faire le maximum possible pour que les Guinéens puissent bénéficier de ces formations dans ces meilleures universités russes. Désormais, cette grosse figure du domaine sanitaire de la Guinée et du monde en général figure parmi les 24 ambassadeurs choisis pour faire la promotion de l'éducation et de la science russe dans le monde entier. La journée internationale des droits humains, célébrée le 10 décembre de chaque année, fait réagir certains défenseurs des droits de l'homme. Nous avons rencontré ce mercredi une spécialiste en la matière. N'est-ce pas Laura Diallo et Wandel Camara? Célébrée le 10 décembre de chaque année, la Journée internationale des droits de l'homme constitue une journée de sensibilisation et de mobilisation des élèves dans les différentes écoles. La directrice des droits de l'homme nous parle de cette journée. Cette journée est plus qu'une occasion de célébration de l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour nous, parce qu'elle représente un moment de réflexion qui nous permet de faire l'état des lieux des avancées des droits de l'homme dans notre pays, de poser un diagnostic et d'émettre des recommandations pour les transformer en action. Donc en état des lieux, nous avons vu que la Guinée a ratifié 8 conventions internationales sur les droits de l'homme sur les 9 déjà existantes. Le diagnostic posé, c'est que nous peinons à mettre en application ces conventions. Donc nous avons réfléchi sur la manière dont nous pouvons mettre en œuvre ces conventions. Il nous a paru opportun de traduire ces conventions dans les 8 langues nationales du pays reconnues pour les vulgariser auprès de la population. Donc ce que nous avons commencé à faire, c'est la vulgarisation par des sketchs, des théâtres, des poésies, des slams, pour toucher le maximum de monde possible, aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays, mais aussi en passant par des radios locales. Le thème de cette année est nos droits, notre avenir maintenant. Notre intervenante revient sur les enjeux du thème. Tous les thèmes choisis sont forcément propices parce que quand ils touchent aux droits de l'homme. Donc le thème de cette année, c'est nos droits, notre avenir maintenant. Il peut être interprété de plusieurs manières. Nous voulons utiliser nos droits pour construire notre avenir ou selon la perception de chacun. Donc c'est forcément propice dans le sens où il contribue à l'avancée des droits de l'homme dans chaque pays. Il faut rappeler que connaître son droit, respecter ses obligations et les mettre en œuvre est une occasion pour rappeler l'importance de la Convention européenne des droits de l'homme. Et avant le dernier virage de ce journal, chers téléspectateurs, nous allons parler du métier de ferrailleur, qui est un métier qui est polyvalent, qui forme également un duo avec le coffreur, un autre métier qui vise à réaliser les dalles et poudres nécessaires pour bâtir un édifice. Ce métier est considéré comme le travail des hommes par bon nombre de personnes et pratiqué bien sûr par certaines femmes également. C'est le cas de Saran Kamara, rencontré par nos reporters Bintou Touré et Wandel Kamara. Suivez. Le premier mari d'une femme, c'est son métier, comme on a souvent l'habitude de dire. Saran Kamara a bien compris ce dicton. Âgée de 18 ans, elle s'est lancée dans le ferrailleur pour subvenir aux besoins de sa famille.
Depuis un an, cette jeune fille exerce ce métier dans un chantier à Yataya, dans la commune de Sonfonia. Malgré que le ferrailleur est un métier réservé aux hommes, Sarah veut relever ce défi. Moi, j'ai choisi ce métier par amour, pour ne pas rester comme ça sans rien faire. Car le premier mari d'une femme, c'est son travail. Au lieu d'aller me vendre, moi, je préfère exercer ce métier pour subvenir aux besoins de ma famille. Malgré que les gens disent que ce métier de ferrailleur est un métier d'homme, mais j'aime beaucoup ce métier-là. Sarah Kamara explique les difficultés auxquelles elle fait face dans ce métier avant de revenir sur les avantages. Je traverse beaucoup de difficultés parce qu'il y a un problème de matériel qui se pose. Donc je demande vraiment à l'État de m'aider à trouver un bon matériel afin que je puisse pratiquer ce métier. Et par la même occasion, j'invite toutes les jeunes filles d'aujourd'hui à choisir un métier car le premier mari de la femme, c'est surtout son métier d'abord. Selon son maître d'apprentissage, Sarah Kamara est une fille courageuse qui a besoin d'appui. Sarah, vraiment, c'est une fille très magnifique. Vraiment, elle est très courageuse. C'est à cause de ça que moi aussi, je l'approche pour travailler ensemble. Parce que quand tu vois une fille comme ça, là, qui se bat comme ça, là, vraiment, tu vas l'aider à voir ce qu'elle veut faire, quoi. Donc c'est à cause de ça que je l'approche de moi pour travailler ensemble, quoi. Et je l'ai pris comme ma fille. Donc c'est ça. Mais elle est très très courageuse, ça, vraiment. Comme on le sait déjà, c'est un métier d'homme. Mais cette jeune fille suit tranquillement son métier pour joindre les deux bouts. Après plusieurs reports pour le démarrage du championnat national de Ligue 1, la Ligue guinéenne de football professionnel a annoncé le coup d'envoi prévu le samedi 14 décembre prochain. C'est à travers la programmation de la première journée de cette compétition faite en début de semaine par l'instance chargée du tournoi au compte de la saison sportive 2024-2025. Suivez l'analyse d'un journaliste sportif après cette annonce au micro de Amadou Barry et Wandel Kamara. Il y a eu une première date qui avait été quand même annoncée par la Ligue guinéenne de football, une date qui n'a pas été tenable tout simplement parce qu'il y avait finalement des points qui devaient être réglés qui n'ont pas été réglés. Donc dire que oui, il y a déjà une programmation qui est là, le Milo et l'Escalon pour ce week-end, à mon avis, j'ai envie de dire que c'est un peu à l'emporte-pièce pour ne pas parler d'une situation sauvage. Parce que honnêtement, à un moment donné, quand vous avez la latitude de gérer une entité qui est aussi le monde du football de notre pays, ça demande une certaine réflexion, ça demande un certain respect vis-à-vis des acteurs. Parce que ces acteurs qui vont compétir pour cette saison 2025-2026, c'est que les gens sont tenus obligés effectivement de se préparer sur tous les plans. C'est-à-dire que vous êtes un président de club, vous devez préparer financièrement, vous devez vous préparer, vous êtes un athlète, un entraîneur, vous devez préparer l'équipe. Et voilà, chers téléspectateurs, fini cette grande édition d'information. Merci à l'équipe qui s'est impliquée dans sa réalisation et à la régie pour la diffusion. À demain pour d'autres points d'actualité. Au revoir.